Et puis voilà, on m'a expliqué avec les 2 personnes qui étaient venues mettre de l'essence là. Et donc ce monsieur et cette dame sont venus mettre de l'essence. Et eux sont arrivés par derrière et ils ont tiré une balle dans le dos du monsieur, je pense. Enfin ils l'ont abattu directement. Ils l'ont abattu, lui. Et alors, il a eu le temps de dire à sa compagne ou à sa femme, je ne sais, de filer, de partir. Donc elle a voulu s'encourir. Elle a perdu sa chaussure en courant. Et alors, ils lui ont tiré une balle dans les jambes. Donc elle est tombée. Ils ont été la chercher par les cheveux, ils l'ont traînée jusque derrière. Puis ils ont encore tiré dedans, mais elle était toujours vivante. Puis ils l'ont soulevée et tapée au-dessus du fil dans les ordures. Ça a été, je crois qu'elle doit avoir eu une mort atroce, cette dame. Entre 1982 et 1985, la Belgique a vécu 2 vagues de terreur qui ont semé la panique dans tout le pays. Et en particulier, dans la région dans laquelle j'ai grandi, le Brabant wallon. L'angoisse en Belgique après la nouvelle action sauvage d'une bande de gangsters fous. Ce ne sont pas des gens qui viennent pour voler, je crois. C'est plutôt pour créer une panique ici en Belgique. Les truands abattent un policier et blessent. Malgré les nombreuses attaques qui ont coûté la vie à au moins 28 personnes, les auteurs de ces crimes n'ont jamais été arrêtés. Aujourd'hui, cela fait donc 40 ans que l'enquête piétine, laissant les victimes et leurs familles dans l'incapacité de faire le deuil de ces multiples tragédies. Dans l'épisode précédent, nous avons rencontré Daniel Decaise, l'armurier agressé par les truands qui cherchaient à s'équiper. Mais là, j'ai même pas eu le temps de réfléchir que tout à coup, il est face à moi en train de me viser avec son pistolet. Il me dit « C'est fini maintenant ». Ce braquage a coûté la vie au policier Claude Oulotte, abattu froidement alors qu'il tentait de s'interposer. Je crois que si on avait été 2, ça aurait tourné différemment, quoi. Ou bien on aurait été abattus tous les 2, on aurait appelé du renfort, mais ça aurait peut-être été le carnage, quoi. Cette attaque n'était pas la première. Quelques semaines plus tôt, les truands avaient cambriolé une petite épicerie du nord de la France, n'hésitant pas à tirer sur les policiers pour ensuite s'évaporer dans la nature. Quand j'ai commencé ce projet, je pensais que je connaissais l'histoire des tueurs du Brabant. Mais ce que j'ai découvert m'a profondément choqué. La RTBF présente Les tueurs du Brabant. Ce mercredi 22 décembre, comme tous les mercredis, l'auberge du Chevalier est fermée. Située dans l'ancienne conciergerie du château de Bercel, l'établissement n'est qu'à 20 minutes du centre de Bruxelles. On y organise régulièrement de grandes fêtes et du beau monde fréquente l'endroit. Joueurs de football, chanteurs, acteurs, de nombreuses vedettes viennent y festoyer. Mais ce soir-là, pas de fête. L'endroit est vide. Seul le gardien, José Van den Eyden, 72 ans, est présent. Depuis peu, il s'occupe de surveiller les lieux. C'est son fils, un des cuisiniers, qui l'a recommandé. En cette fin de journée, on peut imaginer que José Van den Eyden a dîné, et puis qu'il a fait un petit tour de ronde de la propriété. Le lendemain matin, son fils, Mark Van den Eyden, arrive à l'auberge du Chevalier pour venir travailler. Son père n'est pas encore levé. C'est étrange. Il décide d'aller voir dans sa chambre. Stupeur. Devant lui, une scène épouvantable. Son père, encore en tenue de nuit, a été crucifié. Ses bras sont effectivement liés en croix au portant de son lit. Il a été tué de 6 balles dans la tête. Que s'est-il passé ? La situation est aussi absurde que tragique. Dans la cuisine, on découvre que les truands ont pris le temps de déguster une tarte et un gigot de chevreuil pour ensuite repartir avec quelques magnums de champagne et une quinzaine d'assiettes de collection. Ils laissent surtout derrière eux un homme sauvagement abattu. La mort de José Van den Eyden est un grand choc. Pourquoi avoir tué ce concierge qui semble n'avoir d'histoire avec personne ? Pourquoi s'être acharné et l'avoir achevé de 6 balles alors qu'une seule aurait suffi ? Et pourquoi l'avoir littéralement crucifié ? Van den Eyden, il est concierge à l'auberge du Chevalier à Bercel. Lionel Ruth est l'ancien commissaire en charge de l'enquête sur les tueries du Brabant. Il est sûrement aujourd'hui l'une des personnes qui connaît le mieux le dossier. C'est un endroit où il y avait eu déjà 2 vols dans les années précédentes, aussi en période de Noël. Et le patron lui avait demandé d'être le veilleur de nuit, quoi. Et donc c'est la même chose. Si on pense que ça pourrait être les mêmes auteurs qui étaient déjà venus voler là un an avant,
Et le soir où ils vont, ils ne s'attendent pas à trouver quelqu'un. Après, il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne comprendra pas. Pourquoi ils ont dû l'attacher sur le lit, pourquoi ils l'ont mis ces 4 ou 7 balles dans la tête, mais on sait qu'il y a des angles différents de tir, comme si on avait passé l'arme à un autre pour se tirer aussi, tu vois. Donc là, il y a un décorum qui est inexpliqué, il n'y a que eux qui pourront expliquer. Tout ce que toi tu pourrais raconter, c'est de la littérature. Il a été ligoté, ils l'ont interrogé, mais je ne vois pas interroger pourquoi, qu'est-ce que tu veux qu'il raconte? Alors c'est là qu'on part avec des hypothèses. C'est parce qu'il a fait partie des légions étrangères et qu'il savait des choses. Tant que tu n'auras pas les auteurs qui te diront pourquoi ils l'ont ligoté et qu'ils l'ont abattu. Il n'y a pas de raison. Moi je dis toujours que leur attitude me semble toujours créée par les ennuis qu'ils rencontrent. Est-ce parce que les truands ne s'attendaient pas à ce que le concierge soit présent qu'ils l'ont tué? A-t-il été abattu car il était, entre guillemets, un ennui rencontré? La police enquête et piétine. Elle fouille dans le passé de José Van den Eyden, mais ne trouve pas grand-chose. C'est vrai qu'il était proche de certains milieux de l'extrême droite, mais les enquêteurs se rendent vite compte que cette piste ne les mène nulle part. Ils ne le comprendront que bien plus tard, mais ce meurtre n'est en fait qu'un nouveau crime commis par les tueurs du Brabant. Et justement, ces truands vont continuer leurs attaques, mais cette fois-ci, sur un nouveau terrain. Liberté totale. On voit fleurir les supermarchés, les hypermarchés, les libres-services, les shopping-centers, et ça continue. Un outsider aussi est en pleine expansion, c'est Deleuze. Magasin d'alimentation et succursales multiples, il rejoint le groupe des grands. Dans les années 70, la Belgique connaît le développement des supermarchés. Avant, les consommateurs venaient principalement faire leurs courses dans les petits magasins, mais les supermarchés commencent à s'implanter dans le pays, et c'est une vraie révolution. De 1961 à 1973, le nombre des supermarchés est passé de 19 à 657, 30 fois plus. Il faut bien comprendre que l'apparition des supermarchés bouleverse radicalement les modes de consommation. C'est un vrai changement dans la vie quotidienne. Les gens vont réaliser qu'on peut y trouver une multitude de produits à des prix avantageux et les plus petits commerces sont délaissés. Et c'est précisément ces supermarchés qui vont devenir la cible des truands. Vous écoutez Les Tueurs du Brabant, un podcast de la RTBF. Nous sommes le 11 février 1983 dans la petite localité de Genneval, au sud de Bruxelles. Genneval est principalement connu pour son lac et son château qui attire chaque année de nombreux visiteurs. C'est un vendredi, en plein mois de carnaval. Le Deleuze va bientôt fermer. Une Peugeot 504 se gare sur le parking du supermarché. 3 hommes sortent de la voiture. Ils portent des masques de déguisement et sont lourdement armés. Ils avancent vers l'entrée du magasin. Une fois à l'intérieur, sans prévenir, ils tirent plusieurs coups de feu au plafond. C'est la panique. Les gens crient, d'autres essayent de se cacher. Les truands arrachent les fils du téléphone. Il n'y a pas de GSM à cette époque. Personne ne peut donc prévenir la police. Ils se font remettre la caisse du magasin. 115 000 francs belges, 2 850 €, soit la recette de la journée. Leur mission est finie, ils sortent tranquillement du Deleuze. Ils rejoignent leur voiture. Ils sont prêts à repartir, mais un automobiliste, Jacques Culot, a observé la scène. Courage ou coup de folie, il tente de bloquer la 504 des malfaiteurs avec sa voiture. Les truands n'hésitent pas une seconde, ils lui tirent dessus. Heureusement, l'automobiliste a un bon réflexe. Il se cache derrière son volant, ce qui lui sauve la vie. Les truands s'enfuient, laissant derrière eux de nombreuses personnes en état de choc. À l'époque, la presse parlera très peu de cette attaque. Pourtant, c'est le premier hold-up des tueurs du Brabant dans un supermarché. Le premier d'une très longue série. En effet, en 1983, les attaques dans les supermarchés se suivent et se multiplient. 2 semaines plus tard, 3 hommes armés entrent dans le Deleuze d'Uccle. Butin, 100 000 francs. 2 500 €. La semaine d'après, même procédé au Colruyt de Halle. Butin, 197 000 francs. 4 900 €. Et enfin,
En mai 1983, à Oudingueny, butin, 144 000 francs, 3 600 €. La presse ne parle toujours pas beaucoup de ces hold-up, mais ces attaques sont extrêmement violentes. Les truands n'hésitent pas à tirer pour terroriser les clients et soutirer l'argent des caisses. Vous voyez, et c'est à cette station essence là que le couple s'est arrêté. Le couple, ils avaient quitté l'autoroute ici, revenant de France. Ils avaient quitté l'autoroute pour faire leur plein. Alain Mandelaire, l'ancien policier qui avait bien connu le brigadier Claude Oulotte, a tenu à nous amener sur les lieux d'un des crimes des tueurs du Brabant. On est à Nivelles, à proximité du Colruyt, sur le parking du Colruyt, donc, où la nuit du 16 au 17 septembre 83, 2 gendarmes en intervention sont tombés nez à nez avec les malfrats. Ce soir-là, à 1h26, l'alarme du Colruyt de Nivelles se déclenche. 2 gendarmes, Marcel Morue, 30 ans, et Jean-Marie Lacroix, 31 ans, décident d'aller contrôler les lieux. Sur place, ils remarquent 2 voitures sur le parking. À l'arrière du bâtiment, la porte du magasin a été cisaillée. Mais il n'y a aucun bruit et ils ne voient personne. Ils se disent qu'ils sont seuls. Ils s'apprêtent à sortir de leur voiture quand soudain, des coups de feu éclatent. Le gendarme Lacroix se cache derrière son combi et tire à 5 reprises. Ils remarquent alors que les coups de feu sont nombreux et viennent de différents endroits. Ils comprennent qu'il y a plusieurs tireurs. Au vu de la situation, Marcel Morue demande à son collègue d'appeler des renforts, mais ils n'en auront pas le temps. Et alors, le gendarme Marcel Morue, lui, est décédé sur le coup. Et le gendarme Jean-Marie Lacroix, il a eu la vie sauve, le fait d'avoir fait le mort. Le gendarme Marcel Morue est mort, abattu par les truands, alors qu'il était en service. Merci. Bonjour. Charlotte. Enchantée, Jeanne. Ça, c'est mon beau-fils. Mon mari et ma Bonjour. Voilà. Matt. Ça, Frédéric. c'est ma petite fille. Enchanté. Enchantée. Et ça, c'est mon homme. Bonjour. Bonjour. Giacomo. Chantal, la veuve de Marcel Morue, nous accueille chez elle pour parler de son défunt mari. Mais elle n'est pas seule. Plusieurs membres de sa famille sont présents ce jour-là. On s'assoit à table pour discuter. En face de nous, 3 générations se côtoient. Chantal, sa fille Laurence et sa petite-fille. 3 générations, 3 femmes dont le courage nous sidère et dont la joie de vie est contagieuse. J'étais au comptoir et il est venu m'inviter à danser. En uniforme, parce qu'il était de service, évidemment. En uniforme, et bon, j'ai dansé. Puis après, j'ai passé, puisque je ne l'ai plus revu. Et puis un jour, on est venu sonner à la maison. Et c'était lui devant la porte. Il demandait après moi. Je dis, tiens, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore fait une bêtise ou... Eh ben non, c'était pour me revoir, sans doute. Voilà. Et puis, ça a continué. Et après, oui, j'ai eu 2 magnifiques petits-enfants, 2 filles, voilà. Évidemment, j'ai pas su leur donner tout ce que j'aurais pu leur donner, mais tout ce que j'aurais voulu leur donner. Mais j'ai donné quand même beaucoup d'amour, On n'a jamais manqué beaucoup de rien. respect. Le soir de l'attaque de Nivelles, Chantal est chez elle, dans son lit. Elle habite avec son mari dans la gendarmerie. Elle assure qu'elle n'a rien entendu et que, contrairement à d'habitude, elle a très bien dormi cette nuit-là. J'habitais à la gendarmerie. Et cette nuit-là, je vous avoue, je ne dors jamais à fond. Mais cette nuit-là, j'ai dormi comme un loir. Alors, je n'ai pas entendu ni les sirènes, ni le va-et-vient, ni... Enfin, parce qu'il paraît qu'il y a eu un mishmash très fort, la brigade. Et moi, j'ai rien entendu. Et puis, on est arrivé sonner à ma porte à 6h30 du matin. C'était l'aumônier, le docteur, le commandant de brigade, mon frère et ma belle-sœur. Et alors, on m'a dit, vous voulez bien vous asseoir? Je dis, ben oui, je vais m'asseoir dans le divan. On dit, on va dans le salon, on va s'asseoir dans le divan. Et on est allé s'asseoir, et puis c'est mon frère qui me l'a annoncé. Il m'a dit, Marcel ne reviendra jamais. Je suis restée bête parce que je ne pensais pas à lui. C'est vrai, je ne pensais pas à lui. Et
Je dis, comment ça, il ne reviendra pas? Ben non, il dit, il s'est fait tuer pendant la nuit. Ah bon? Il s'est fait tuer pendant la nuit? Je dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je vais devenir? Avec 2 petits-enfants, à l'époque. Et à ce moment-là, ma petite fille, je la vois descendre des escaliers. Et ça m'a tué, ça. Et elle descend des escaliers, elle me voit pleurer, elle me dit, mais qu'est-ce que t'as, maman? Pourquoi tu pleures? Et puis je m'assieds sur le bord de l'escalier avec elle et je lui dis ainsi, ben écoute, papa il est parti au ciel, il est parti près de sa maman. Parce que sa maman avait besoin de lui, donc il est parti rejoindre sa maman. Vous écoutez Les Tueurs du Brabant, un podcast de la RTBF. La perte d'un proche est toujours terrible et il est difficile d'imaginer ce qu'ont pu traverser Chantal et ses 2 filles. Laurence, sa fille aînée, n'avait que 6 ans à ce moment-là. Donc les souvenirs, bon, on en a quelques petits souvenirs, mais pas énormément. Sur le moment, peut-être, on l'a vécu de manière différente, maman ne montrait jamais, comme elle disait tantôt, ni de joie, ni de tristesse. Enfin, si, de joie, oui. Mais voilà, on zappait la télé quand il y avait quelque chose qui passait à la télé. Donc on l'a vécu de manière douce. C'est plus en vieillissant qu'on se rend compte du manque cruel. Vous savez, c'est comme je dis toujours, moi j'ai perdu ma compagnie, une vie ça se refait. J'ai refait ma vie, j'ai un homme merveilleux. Hein? Mais remettre un papa, je ne sais pas. Je ne saurais jamais. Jamais je saurais faire ça. Vous comprenez ce que je ressens? C'est pas le mari que j'ai perdu, c'est le père de mes enfants que j'ai perdu. Parce qu'une compagnie, j'avais 26 ans. 26 ans, on refait sa vie. Personne ne me dira qu'à 26 ans, il ne refait pas sa vie. Mais je ne remettrai jamais un père. Et ni un grand-père, d'ailleurs. Même si on est heureux maintenant, parce qu'on est heureux. Oui, la famille semble aujourd'hui heureuse. Chantal s'est remariée et elle tient à nous montrer la photo de famille qui date du printemps dernier. Sur cette image, tout le monde arbore de larges sourires. Mais il est tout de même évident que la mort de Marcel reste un grand traumatisme. Et on a su qu'il n'était pas mort tout de suite. Ça a été encore un choc. Oui. Il a eu le temps de se dire, mes enfants, ma femme... Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ça on me l'a dit. Qu'il avait... Il a d'abord eu une balle dans la cheville, et après ils sont venus à bout portant l'achever, quoi. Mais pas rien que dans la cheville. Hein. Il avait des balles tout le long, parce que comme ils ont tiré à travers la portière, il avait des balles tout le long de ses jambes et le bassin. Donc quand il a voulu sortir de la camionnette, il est tombé, il s'est écroulé. Et comme il s'est écroulé... Ils sont venus à bout portant. Ils sont venus l'achever à... Comme un animal. Mais il était vivant quand ils sont venus mettre la rayon gun sur son... Hein, Et l'autre gendarme qui était assis à côté, il était assis à côté et comme il y avait beaucoup de sang dans la camionnette, il s'est couché. Il a fait le mort. Et il a fait le mort. Ils ont cru, à mon avis, qu'il l'avait tué et ils sont partis. Ils l'ont laissé pour mort. Heureusement, moi je dis, au début, avec le recul, mes enfants me disaient toujours, mais pourquoi lui, il a fait ça, il aurait pu défendre mon papa qui était par terre. Avec le recul, je lui disais, oui, mais ça fait 2 morts alors, chérie. Ça fait 2 morts. Jamais laissé. Est-ce qu'il faut 2 morts? Mais là, oui. Est-ce qu'il faut 2 morts? Non, je dis, il ne faut pas 2 morts, ça suffit avec un. Effectivement, ce jour-là, Jean-Marie Lacroix a eu la chance de sa vie. Au moment de l'attaque, il comprend qu'il n'y a qu'une possibilité pour survivre, faire le mort. Il décide de s'écrouler sur son volant et de laisser pendre ses jambes à l'extérieur du véhicule. Il ne bouge plus. C'est à ce moment-là que les tueurs s'approchent. Ils tirent 3 coups de feu sur Marcel Morue et l'achèvent. Jean-Marie Lacroix en est certain, il va mourir ce soir. Un des tireurs se dirige vers lui et lui tire une balle à hauteur du cou. Mais, miracle, les épaulettes qu'il porte dévient le projectile. Les truands pensent que les 2 gendarmes sont morts. Tranquillement, ils s'emparent des clés du combi. Ils prennent les armes de Morue et de Lacroix qui ne bougent toujours pas. Ils partent. Jean-Marie Lacroix puise dans ses dernières forces. Il se saisit de la radio pour appeler à l'aide.
Ce n'est que bien plus tard dans la nuit que la police découvre sur la scène du crime d'autres corps. Ceux de Jacques Fourré, 49 ans, un homme d'affaires d'Uccle, et sa compagne, Élise de Witt, qui travaillait à la ville de Bruxelles. Tous deux étaient venus prendre de l'essence et ont été abattus avant que les gendarmes Morue et Lacroix arrivent sur place. Jacques Fourré a été tué dès son arrivée, mais sa compagne, Élise de Witt, a été traînée par les cheveux sur plusieurs mètres avant d'être, elle aussi, sauvagement abattue. Marcel Morue, Jacques Fourré, Élise de Witt, 3 morts pour un simple cambriolage. Les truands n'ont dérobé que 5 litres d'huile d'arachide, 5 litres d'huile de maïs et 10 sacs de café. Le tout pour une valeur de 3 678 francs belges. Une somme dérisoire. Cela paraît complètement dingue. Ils n'ont pas hésité à tirer sur des gens pour de la simple marchandise. Et ils n'ont même pas emporté le bijou de valeur que portait Madame de Witt. Mais l'attaque de Nivelles est celle qui va être un électrochoc. Gilbert Dupont est un journaliste spécialisé dans les faits divers. Il a commencé sa carrière 3 ans avant les tueries du Brabant. Il connaît très bien le dossier et cela fait maintenant presque 40 ans qu'il couvre ce sujet. Le lien n'est pas fait. Donc il y a des inconnus, des auteurs qui, lors d'un cambriolage ou de ce qui apparaît comme un cambriolage, donc à l'arrière du Colruyt, dans lequel ils se sont introduits pour voler aussi un butin dérisoire et, comment vais-je dire, saugrenu. Ils tuent pour rien, ils tuent pour du café en réalité. Donc ils ont tué. Et ce sont aussi des auteurs qui, tout en commettant un fait d'une grande banalité, un cambriolage de magasin, le font de manière absolument atypique, non banale. C'est banal et c'est pas banal. C'est banal aller voler dans un magasin, mais c'est absolument pas banal, puisqu'ils vont délibérément attendre presque l'arrivée des premières patrouilles de gendarmerie, attendre puisqu'ils vont mettre tellement de temps avant de déguerpir, avant de partir. Ce sont des gens, ce sont des guerriers, ce sont des gens qui vont au combat. Les truands classiques foutent le camp, dégagent le plus vite possible. Ils chronomètrent, ils disent 1 minute 30 et on est dehors et c'est terminé, on est parti. Eux, non, ils restent sur place, ils affrontent, ils cherchent presque le contact. Ils cherchent le contact, ils ne le font pas autrement. L'attaque de Nivelles, de par sa violence, a profondément choqué la Belgique. Dès le lendemain, les journalistes s'emparent du sujet et l'opinion publique s'enflamme. Donc, dans mon souvenir, c'est le dimanche qui suit la nuit de la tuerie du Colruyt de Nivelles. Donc je répète, à ce moment-là, jeune journaliste. J'ai devant moi, dans la profession, dans mon journal La Dernière Heure, 2 collègues qui s'appellent Raoul de Waal et Philippe Robert. Les 2 sont malheureusement décédés là aujourd'hui. Et le dimanche après-midi qui suit, c'est mon collègue, donc Raoul de Waal, qui était de garde le week-end. Et je me mets à côté de lui, parce que je le vois plonger sur sa vieille machine. Le coffre de cette machine était métallique, c'était une lourde machine et ça... Mais vraiment, il tapait avec une force, je veux dire, presque une brutalité. Il boxait presque sur sa machine. Et je le vois taper l'expression. Et pour moi, c'est là que l'expression est apparue. Raoul tape « tueur fou du Brabant wallon ». Avec le recul, je me dis que ça a été quand même l'air de rien, un moment, parce que c'est à ce moment-là qu'une étiquette est née. Ce ne sont plus des truands anonymes, ce sont les tueurs du Brabant wallon. Ce sont les tueurs fous du Brabant wallon. La presse se déchaîne et l'expression « les tueurs fous du Brabant » naît de la plume de Raoul de Waal. L'armurerie de Case, l'épicerie de Maubeuge, l'auberge du Chevalier, les supermarchés de Genneval, d'Uccle, de Halle, d'Oudingueny et à présent, le Colruyt de Nivelles. Mais qui peuvent bien être ces tueurs fous qui braquent des armureries, tuent des policiers et assassinent des gens pour de simples assiettes ou quelques kilos de café? Le pays est profondément choqué et la police va redoubler d'efforts. Et elle va justement finir par trouver une piste, ou plutôt des coupables potentiels. Dans le prochain épisode des Tueurs du Brabant... Et les filles sont au-dessus, et au-dessus des escaliers. C'est pour ça, mais Karine, elle ne voit pas les gars, les visages et tout ça, mais elle entend, elle voit les coups de feu, ses parents partaient. Et sa soeur lui dit, viens vite, Sylvie, viens vite te recacher, se recache en dessous du lit. Les gars ne montent pas en haut. Pourtant, s'ils connaissent un petit peu, ils peuvent penser qu'il y a des enfants ou quoi que ce soit. Les Tueurs du Brabant, un podcast de la RTBF. Écrit, réalisé et produit par Jeanne Savigna, Matt Graves et Thomas Résimond.
avec la voix de Serge Hologne.